toutes les mosquées de France fassent une collecte pour participer à la réflexion. À notre niveau, comme l'ont fait nos ancêtres en venant travailler pendant des années à Notre-Dame. Parce que c'est notre patrimoine. À l'époque, quand on parle du travail d'arabe, c'était le travail parfait. Parce que les artisans musulmans étaient réputés en Europe pour être les meilleurs dans tous les domaines. Ils étaient tellement bons qu'il y avait une immigration choisie. On les invitait, on les faisait venir en Europe chrétienne, pour participer à quoi? À la Renaissance. Mais si! C'est là! Mais mine de rien, quand t'es musulman en France, là t'as un mec formidable qui s'appelle Imam Chalfouri. Alors je sais pas, il joue son spectacle à Paris, c'est Drancy. C'est tous les vendredis à la mosquée de Drancy, et j'adore ses sketchs. On les prend en première partie. Pour laisser à Paris, en France, pareil, presque d'une manière indirecte ou directe, problème social, divorce, tout ça, à la fin, on cherche à se mettre à sa personnalité. Mais il est où? Est-ce qu'il est demi-méditerranéen? Est-ce qu'il appartient à telle catégorie de poissons? Telle catégorie de poissons? Je crois que c'est la catégorie des Marocains avec un aileron. Mais qu'est-ce que tu racontes, Foustibat? C'est ça qui représente les musulmans français, t'en sais? Ouais, d'accord. Malheureusement, je suis très déçu. En même temps, quand même, il y a une ouverture de lutter réellement contre les séparatismes, contre l'islam politique.
On souhaite l'engagement de nos préfets qui sont sur le terrain et nos ministres qui prennent sa responsabilité. Et cette décision, pour moi, malheureusement, au contraire, qu'est-ce qu'on souhaite après la mort de Samuel Paty? Monsieur Monsieur Chalgoumi, la semaine dernière, vous avez salué la décision du ministre de l'Intérieur de vouloir expulser cet imam. Est-ce que vous comprenez l'argument du tribunal administratif de Paris de dire que cette expulsion, je cite, porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale? Quelle atteinte? L'atteinte réelle, le danger réel quand cette jeunesse sont victimes de ce personnage. Ça, c'est la vraie atteinte. Ça, c'est la vraie atteinte. L'atteinte quand il y en a autant d'antisémitisme qui monte dans nos banlieues. L'atteinte que cet homme, c'est le gardien de cette mentalité archaïque. Dans nos quartiers, l'atteinte qu'on laisse des enfants, ils partent en Syrie, en Irak. Qu'on a malheureusement un discours comme celui-là, discours islamiste, islam politique incarné, ça c'est la vraie atteinte. Mais le reste qui pense à sa famille, pensez à nos autres familles, pensez, je le demande, pensez à cette jeunesse, pensez, il y en a autant de dégâts qui existent en France. Pour moi, je suis tellement en colère, je suis un citoyen, je suis un responsable, je respecte la décision, mais quand même, je le constate, je dis irresponsable pour moi. D'autres imams ont été expulsés. L'imam Hamami, qui est l'un des fondateurs de la tristement célèbre mosquée de la rue Chambière-Timbaud, qui est une mosquée à la fois un peu tablière, donc prosélyte, et beaucoup salafiste par ailleurs, qui a été fréquentée par un nombre incalculable de terroristes ou d'aspirants terroristes, a été expulsé il y a quelques années aussi, sur le fondement d'autres articles, mais parce qu'il était plus loin que M. Equissen. Donc si vous voulez, aujourd'hui, il y a cette lutte contre les acteurs toxiques islamistes. Le deuxième aspect, qui à juste titre est cité par Amin El-Bailly, c'est la lutte globale contre l'idéologie islamiste. On est sur une autre logique. Une lutte globale contre l'idéologie islamiste, ce n'est pas à coup de droit. On n'interdit pas, à tout le moins en démocratie, des idées, surtout quand elles instrumentalisent une religion. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut une bataille culturelle. Cette bataille culturelle doit être menée, entre autres, à l'école. On le sait, on l'a dit, etc. Il faut réaffirmer un certain nombre de valeurs. La laïcité en premier lieu. Il faut aussi mener quelque chose qui est complètement délaissé. Et ça, c'est un vrai chantier que toute la société civile doit, je dirais, porter avec et aux côtés des responsables politiques. C'est une vraie politique de la ville. C'est la déghettoisation de ce pays. C'est la déghettoisation de certains quartiers qui sont sur une base ethno-religieuse. Roubaix, que Amine connaît bien, mais d'autres quartiers aussi à Toulouse, aujourd'hui en région parisienne, etc., à Nice, le quartier de Marianne, parce que des gens comme Equissen, ils parlent à qui? Ils parlent à un écosystème islamiste que l'on retrouve certes sur les réseaux sociaux, sur Internet, mais en physique, dans des ghettos, ou dans des mosquées, ou dans des salles de conférence installées dans des ghettos ethno-religieux.
mener cette politique globale, avoir cette volonté de le faire. Et c'est de ce point de vue, me semble-t-il, qu'il faut inciter les dirigeants politiques, au-delà de la critique, je dirais légitime en démocratie, mais les inciter à travers une critique incitative à aller, oui, encore plus loin, mais sur des directions qui sont réalistes. Oui, bonjour Michael. Merci d'avoir accepté notre invitation. Une décision qui va à l'encontre finalement de ce que pensent les Français, à en croire le sondage CNews dont on parlait. Hier sur ce plateau, 91% des Français interrogés se disent favorables à l'expulsion des imams étrangers tenant des discours anti-républicains. Une décision qui a été suspendue cet après-midi pour cet imam Iqiyoussen. Écoutez, quel peuple au monde approuverait sans barquiner, sans rechigner la présence d'ennemis en son sein? Surtout s'ils sont de nationalité étrangère. Alors que le peuple français est un peuple comme un autre qui veut défendre son droit à rester ce qu'il est chez lui. Voilà, il n'accepte pas effectivement des personnes qui, au prétexte de je ne sais quelle religion ou quelle conviction religieuse ou quel agenda politique, se permettraient d'injurier le pays dans lequel il vit. Mais je souhaiterais également dire que cet imam, si vous voulez, il est quand même assez étonnant parce que c'est quelqu'un qui est né français, qui avait la nationalité française jusqu'à sa majorité, qui a demandé à ne plus être français pour conserver sa nationalité marocaine. Compatible. Vous savez là, ce film, ces caricatures, c'est quoi l'objectif? C'est quoi l'objectif? C'est pas que les non-musulmans nous détestent, ça c'est déjà fait. Ouais, ça ils l'ont déjà fait, ça. Ils l'ont fait avec le 11 septembre, ils l'ont fait avec le 18 juillet, Londres, Madrid, ils l'ont fait avec Mera. Lapsus, je me suis trompé. Ça va? Vous voyez toutes ces affaires, toutes ces pseudo-affaires, ouais, ces pseudo-attentats ont pour objectif de faire peur aux non-musulmans, pour qu'ils aient peur de l'islam et des musulmans. Mais c'est pas suffisant. La guerre, ça se fait à deux. Donc il faut maintenant mettre dans le cœur des musulmans la haine et la peur des non-musulmans. Comment? En insultant le prophète de l'islam, en brûlant des Corans. Vous entendez? Comme ça, les musulmans vont développer la haine en eux. Et c'est bon, on peut créer le fameux choc des... Oh, le choc des civilisations. Vous avez entendu? Le choc des civilisations. C'est ça l'objectif de l'islamophobie. Bouffez-vous la gueule. Moi, je vends des armes. Détruisez-vous, moi je reconstruis derrière. Blessez-vous, je vous vends des médicaments. Bouffez-vous, je vends plus de journaux. Et j'explose l'audimat. Faites pression sur les députés, et les députés vont voter une loi contre le blasphème et l'islamophobie. Et il n'y a plus personne qui osera insulter un musulman, une musulmane, le voile islamique,
la chaussette islamique, le rat islamique, tout ce qui est islamique sera protégé par une loi. Ça, avec les valeurs françaises. Donc là, on applaudit. On se dit, bon, ben voilà, il a fait un choix et le choix est clair. Ce qui est étonnant, c'est qu'aujourd'hui, ce même imam, accompagné de l'ensemble d'une partie de la gauche, viennent exciper des valeurs de la République française qu'il foulait aux pieds avant-hier pour venir en appeler à elle pour le protéger de son expulsion aujourd'hui. Donc je pense que c'est un peu fort de café. Voilà. Et je dirais que la justice française et la décision du tribunal administratif, elle n'est pas très étonnante parce que ça fait des années déjà qu'un certain nombre de cours de justice, qu'elles soient administratives, judiciaires, pénales, etc., on se demande bien s'ils rendent encore une justice qui est française. C'est vraiment l'argument qui consiste à dire oui, mais les pays en face ne sont pas d'accord. J'ai l'impression que c'est devenu une sorte de cache-sexe de l'impuissance politique généralisée. Il y a d'autres pays qui arrivent très bien. Je veux dire, quand la France en est à une exécution des EQTF située entre 10 et 14% en fonction des 3 ou 4 dernières années et que l'Allemagne en est à des étiages de 50 à 60% d'exécution des EQTF, on voit bien que le problème ne se situe pas seulement là. Pourquoi l'Allemagne arriverait à faire 5 fois plus d'OQTF exécutés que la France? L'Allemagne n'est pas une plus grande puissance que la France à l'échelle internationale. Je rappelle quand même que, internationalement parlant, les relations internationales sont régies par des rapports de force. Il ne me semble pas qu'à cet égard, que la France, qui est 6e puissance économique mondiale, qui met quand même beaucoup d'argent dans les pays du Maghreb, dans les pays d'Afrique, que ce soit au titre des transferts privés, mais aussi de l'aide publique au développement et dans tout un tas de coopérations bilatérales avec ces pays, excusez-moi, la volonté politique française, si elle existe, de trouver à s'adosser à de vrais vecteurs permettant de faire plier les pays récalcitrants à reprendre leurs citoyens qui se comportent très mal chez nous. Donc effectivement, que maintenant que le gouvernement, pour des raisons, je dirais, de culpabilité ou de haine de soi, ou aller savoir par quelle raison il est agi, refuse d'aller au bras de fer et refuse d'imposer ses volontés, son intérêt national aux autres pays, alors même que tous les autres pays ne font que faire respecter leur intérêt national au détriment de l'intérêt parfois des autres s'il le faut. Ça, c'est une autre affaire. Mais en l'occurrence, le problème n'est pas un problème juridique, ce n'est pas un problème administratif, c'est un problème tout d'abord politique. Comme disait le général de Gaulle, l'intendant suit. C'est-à-dire que si on a la volonté politique d'expulser des délinquants et des étrangers, comme le font d'ailleurs les pays maghrébins eux-mêmes quand ils ont de la délinquance d'origine africaine chez eux, ils ne vont pas exciper de mille et une raisons pour expliquer à leur peuple qui garde ces délinquants au sein de leurs frontières. Ils sont expulsés manu militari sous les applaudissements de leur propre peuple. La réponse... Donc, cet imam a une vision clairement expansionniste, impérialiste, suprémaciste de l'islam, et qui n'est pas partagé d'ailleurs par la totalité des musulmans, tant s'en faut. Et donc face à ça, vous avez 3 types de collaboration. Vous avez ceux qui ferment les yeux en disant ça ne me regarde pas, c'est trop dangereux. De l'autre côté, vous avez ceux qui, comment dirais-je, déroulent le tapis rouge en disant bah, c'est bien, c'est pas mal, c'est quelque chose de positif, que la France change de couleur et change d'identité. Et enfin, vous avez les collaborationnistes actifs qui, eux, en fait, eh bien, font des pieds et des mains pour accélérer ce processus.
Et je crois qu'aujourd'hui, beaucoup de Français s'inscrivent dans une forme de résistance passive et refusent cette collaboration soit institutionnelle, soit tacite d'un grand nombre de nos élites. Paul Midi. Contre ce qui vient d'être dit, parce que c'est vraiment l'argument qui consiste à dire oui, mais les pays en face ne sont pas d'accord. J'ai l'impression que c'est devenu une sorte de cache-sexe de l'impuissance politique généralisée. Il y a d'autres pays qui arrivent très bien. Je veux dire, quand la France en est à une exécution des EQTF située entre 10 et 14% en fonction des les 3 ou 4 dernières années et que l'Allemagne en est à des étiages de 50 à 60% d'exécution des OQTF, on voit bien que le problème, il ne se situe pas seulement là. Pourquoi l'Allemagne arriverait à faire 5 fois plus d'OQTF exécutés que la France? L'Allemagne n'est pas une plus grande puissance que la France à l'échelle internationale. Je rappelle quand même que, internationalement parlant, les relations internationales sont régies par des rapports de force. Il ne me semble pas qu'à cet égard, que la France, qui est 6e puissance économique mondiale, qui met quand même beaucoup d'argent dans les pays du Maghreb, dans les pays d'Afrique, que ce soit au titre des transferts privés, mais aussi de l'aide publique au développement et dans tout un tas de coopérations bilatérales avec ces pays, excusez-moi, la volonté politique française, si elle existe, peut trouver à s'adosser à de vrais vecteurs permettant de faire plier les pays récalcitrants à reprendre leurs citoyens qui se comportent très mal chez nous. Donc effectivement, que maintenant que le gouvernement, pour des raisons, je dirais, de culpabilité, de haine de soi, ou aller savoir par quelle raison il est agi, refuse d'aller au bras de fer et refuse d'imposer ses volontés, son intérêt national aux autres pays, alors même que tous les autres pays ne font que faire respecter leur intérêt national au détriment de l'intérêt parfois des autres s'ils le font. Ça, c'est une autre affaire. Mais en l'occurrence, le problème n'est pas un problème juridique, c'est pas un problème administratif, c'est un problème tout d'abord politique. Comme disait le général de Gaulle, l'intendant suit. C'est-à-dire que si on a la volonté politique d'expulser des délinquants et des étrangers, comme le font d'ailleurs les pays maghrébins eux-mêmes quand ils ont de la délinquance d'origine africaine chez eux, ils ne vont pas exciper de mille et une raisons pour expliquer à leur peuple qu'ils gardent ces délinquants. Au sein de leurs frontières. Ils sont expulsés manu militari sous les applaudissements de leur propre peuple. On estime qu'il n'est pas suffisamment clair sur ces sujets. En quoi ils ont tort? D'abord, je pense que la plus grande catastrophe morale et philosophique qui pourrait guetter la laïcité, c'est d'entériner une fois pour toutes que la laïcité est l'apanage de l'extrême droite. Il est extrêmement important. Personne n'en a le monopole, mais pourquoi voilà. Emmanuel Macron, selon en tous les cas ses opposants, n'est pas clair sur ce sujet selon vous? Est-ce que c'est un inconvénient ou alors vous estimez qu'il va changer, qu'il peut changer, qu'il a peut-être changé? Il a beaucoup évolué sur cette question entre le début et la fin du quinquennat. Emmanuel Macron a quand même fait une loi pour conforter les principes républicains, ce qu'on appelle la loi contre le séparatisme. Il a parlé de séparatisme islamiste, il a parlé de terrasser l'hydre islamiste. C'est sous son mandat qu'on a enfin pu fermer les officines de la division et de la haine que sont le CCIF, le collectif contre l'islamophobie en France, ou l'association du salafiste défenseur des talibans, Driss Siamdi, l'association Baraka City. Il y a eu des fermetures de mosquées radicales, etc. On est allé très très loin à la fois dans la dialectique, dans les mots et dans les actes. Je ne dis pas que c'est suffisant. Il reste énormément de choses à faire. La lutte s'est renforcée. Voilà. La lutte s'est renforcée. Emmanuel Macron a complètement pris la mesure de l'importance de ces sujets-là. Et puis, il faut quand même dire que la majorité présidentielle est loin d'être, est loin d'être monolithique sur ces questions-là. Elle est très hétéroclite. On a eu des Elle est députés... en même temps, c'est ça? Voilà. Il y a aussi eu le en même temps. Et c'est
pour ça qu'il est d'autant plus important que des gens comme moi aillent au sein de cette majorité et affirment davantage la ligne laïque et universaliste. Bien, on vous entend, mais justement le fait que la majorité ne se soit pas vraiment opposée, par exemple, c'est l'un de vos sujets, au port du voile lors des compétitions sportives, le fait que ce ne soit pas entériné dans la loi, est-ce que c'est le signe d'une clarté selon vous ou d'une ambiguïté qui peut perdurer? C'est le signe du en même temps, parce que sur cette question, par exemple, on a eu Madame Moreno qui a dit une chose, mais il faut dire que dès le lendemain, on a eu Gabriel Attal qui a dit que la position du gouvernement n'était absolument pas de défendre le voile dans le sport. Madame Schiappa également a réaffirmé cette position, et puis même Madame Moreno est finalement revenue sur ses propos, donc ça représentait peut-être ce qu'elle pensait, elle, à titre individuel. Mais on peut être en même temps sur ce sujet si important? Pour moi, non. Pour moi, ce sujet demande la plus grande fermeté, la plus grande clarté. Et c'est pour ça que je pense que le combat à mener aujourd'hui pour défendre ces questions-là est à mener au sein de la majorité. Parce que vous voyez, quel est le choix qui nous est offert? C'est le choix de n'avoir aucune prise, aucun moyen de changer les choses. Le choix de défendre ces sujets au sein de l'extrême droite, c'est-à-dire finalement avec M. Zemmour ou Mme Le Pen, ou le choix de défendre ça dans les institutions et auprès de démocrates. Marine Le Pen est crédible sur ces sujets? Pour moi, elle ne l'est pas. Pour moi, elle ne l'est pas parce que, par exemple, l'une des récentes mesures qu'elle a promises, elle a promis l'interdiction du voile dans l'espace public. Alors, moi, je crois que depuis des années, c'était plutôt ça va dans votre sens. Écoutez, mon aversion pour le voile et pour le symbole qu'il représente, elle est connue de tous. Je pense, d'ailleurs, je suis partisane de l'interdiction du voile pour les petites filles, mais je ne pense pas qu'il soit sérieux, ni qu'il soit souhaitable d'interdire le port du voile tout court, c'est-à-dire y compris dans l'espace public, car comment peut-on justifier comment peut-on, par exemple, s'il pleuvait là tout à l'heure et que je décidais de mettre un foulard pour protéger mon brushing, est-ce qu'alors je risquerais de me faire interpeller je sais pas si comparaison vaut raison quand même sur ce genre de sujet. Interdire le voile dans l'espace public, c'est un peu ça, c'est-à-dire vous dites que ce n'est pas réaliste, faisable. Voilà. Et si par exemple, et pourquoi pas interdire le port de toute forme d'objet, de casquette ou de, enfin, ce n'est pas faisable. Mais sortons du terrain de la faisabilité, sur le terrain de l'idéologie. Ça vous choque parce que ce matin, dans La Voix du Nord, par exemple, Emmanuel Macron dit le projet de Marine Le Pen est un projet de fracture de la société. Quand il y a encore quelques jours, elle dit qu'on n'aura plus le droit de porter le voile dans la rue. Ce n'est pas la République. Est-ce que vous dites que ne plus porter le voile dans la rue, ce n'est pas la République? Au-delà de la faisabilité du projet. Moi, je pense que mes positions sont connues sur ce sujet. Le mot voile et République dans la même phrase. C'est pour ça que j'interroge votre soutien à Emmanuel Macron sur ce point-là. Mais force est de reconnaître que tout l'enjeu de ce combat et tout l'enjeu que nous posent les islamistes qui ont pour caractéristique de vicier profondément la société, la démocratie, c'est justement de lutter contre leur idéologie sans menacer nos acquis, sans menacer les droits de l'homme et tout en respectant le droit. Interdire aux femmes dans l'espace public de porter un foulard dans un pays libre et démocratique comme la France, eh bien finalement relèverait de l'obligation, on va dire, vestimentaire, et je pense que c'est une dérive démocratique dangereuse que de commencer à faire ce type d'interdiction. Moi je suis plutôt partisane de l'application de la loi de 1905, c'est-à-dire que le voile n'a rien à voir, n'a rien à faire, je veux dire, dans la fonction publique. On ne le porte pas quand on est enseignante, on ne le porte pas quand on est policière, quand on est fonctionnaire. Et moi, je suis même hostile, je suis contre le port du voile par les parents accompagnateurs des enfants parce que j'estime qu'ils accomplissent une mission de service public. Mais interdire de le porter dans la rue, vous voyez, on ne peut pas non plus interdire tout ce qu'on n'aime pas. Non? Bon, un petit peu, non? Vous n'avez pas vu dans la mosquée? Ouais. Dans la mosquée, tu fais des élections, tu désignes un président, tu désignes un conseil d'administration, il fait le bureau, et après, monsieur tout le monde, il vient, il dit pourquoi vous avez fait ça, vous devez faire ça. Non, demandez aux responsables, ils vont dire, ils te rendent fou. Ils n'ont pas encore compris qu'une fois que tu as voté, que tu as désigné des responsables, tu n'as pas à leur donner des directives, ce qu'ils doivent faire ou ce qu'ils ne doivent pas faire. Tu les as choisis en fonction de quoi? D'un programme. Et tu leur fais confiance, sinon tu ne les aurais pas choisis. Donc tu attends les prochaines élections, ils font un bilan, ça marche, tu les reconduis, ça marche pas, tu les vires et tu mets quelqu'un de meilleur. Non. Toi, il te choisit et te dit ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Et si tu as le malheur de ne pas aller dans son sens, il fait un petit groupe là-bas, ouais, et il prépare là
la fitna, la révolution. C'est terrible. Hein? Non, ça ne marche pas comme ça. Quand on est en groupe, le prophète alayhi salatu wassalam dit désignez un responsable. Vous désignez. Hein? Vous, le groupe, là, vous êtes à 3, vous êtes à 5, vous êtes à 100. Vous allez vous réunir, vous allez discuter et vous allez choisir le meilleur. Et si vous êtes tous pourris, vous choisissez le moins pourri. Mais vous n'avez pas le droit de rester sans chef, parce que si vous restez sans chef, vous avez quand même un chef qui s'appelle Shaitan. Ça s'appelle le chaos, le boxon. Mais oui, parce que si tu n'as pas un chef, tu en as 100. Et là, tu as 100 conflits, 100 oppositions. Donc on ne peut pas vivre dans une société et évoluer et vivre dans la paix si il n'y a pas d'organisation. Et l'organisation nécessite quoi? Des responsables. Et les responsables, c'est quoi leur boulot? C'est de servir la majorité. Ils ont été choisis pour être au service de qui? De la majorité. C'est pour ça, le peuple, vous, les adhérents de l'association, vous devez quoi? Vous devez assumer votre devoir. Votre devoir, c'est quoi? C'est de choisir vos responsables. Car si vous ne les choisissez pas, vous commettez un péché. Oui, c'est pas moi qui le dis, c'est Dieu, c'est le prophète alayhi salatu wassalam. Donc, qui crée le problème à la Mecque? C'est pas le peuple. Parce que le peuple, il aime bien le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a appelé As-Sadiqu al-Amin. Il avait une réputation. Avant d'être prophète, qui le suivait et qui continuera à le suivre, l'homme de confiance. Il était parfait aux yeux de tout le monde. Il était bon, il était généreux. Donc le peuple n'avait pas de problème avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qui a créé le problème? Les dirigeants de la Mecque. Hein? Les Abu Jahl, Abu Lahab, Abu Truc, Abu Machin. Ouais? C'est-à-dire ceux qui voyaient dans l'islam un danger pour leur intérêt. Est-ce que les dealers, les vendeurs de drogue, ils aiment bien les flics? Les flics ripoux, ouais. Mais un flic, c'est quoi son boulot? C'est d'arrêter ceux qui ne respectent pas la loi et qui sèment le façade. Donc à la Mecque, les dirigeants ne veulent pas de cette nouvelle religion qui remet en question leurs privilèges. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont ameuter le peuple. Ils vont dire au peuple, la masse, ouais, il est dangereux. Cet homme-là, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est dangereux. Il vous veut du mal. Ne le croyez pas, c'est un menteur. Hein? Attends, ça fait 40 ans qu'on vit avec lui. Ouais. Il a gagné tous les concours de bonté, de gentillesse. Et maintenant, vous nous dites qu'il est mauvais. C'est quoi ce baratin? C'est pas possible. Vous n'allez pas nous la faire en envers. Mais le peuple, il est comme ça. Vous savez comment il est, le peuple? Écoutez bien. Le peuple se fait manipuler. Ça commence avec une rumeur. Et si tu as les médias entre les mains, la poésie, hein, les Arabes, à l'époque, c'était les médias. Si tu as les médias entre les mains, tu vas faire d'un diable un ange et d'un ange un diable. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui était un ange, en quelques mois, les médias, la télé, les journaux, Internet, le transforment en diable. Sahir, magicien. Kazzab, menteur. Quoi encore? Kahin, devin. Le comble, vous savez c'est quoi? Majnoun, il est fou. Il faut le mettre en psychiatrie. Ne le croyez pas, ne l'écoutez pas. Il est quoi? Vous êtes prêts? C'est un islamiste, intégriste, fondamentaliste, terroriste, djihadiste, salafiste, et la liste est longue. Et tant que je ne t'ai pas mis par terre, je vais te coller des étiquettes jusqu'à ce que les gens aient peur de toi. Et ensuite, ils vont faire le sale boulot, ils vont te lapider. Vous vous souvenez quand il est parti à Taïf? Il est parti à 70 km aux alentours, à l'extérieur de la Mecque, pour dialoguer avec les gens, pour leur dire voilà qui je suis. Et vous êtes libre d'être musulman, de ne pas l'être. Comment ils l'ont accueilli? Ils l'ont accueilli avec des pierres. Pourquoi ils l'ont accueilli avec des pierres? Parce que ceux qui dirigent Taïf, les Abd,
Yalid ibn Kulal, ne veulent pas que Mohammed alayhi salatu wassalam entre en contact avec le peuple, parce que si jamais il dialogue, il discute avec le peuple va découvrir que ce qu'il dit c'est vrai, c'est beau, c'est juste, c'est utile. Donc il faut créer un mur entre le peuple et le prophète, entre le peuple et la vérité coranique. C'est ça? Comme ça, moi, je reste au pouvoir. Moi, je suis le pharaon. Je suis votre Dieu. Je vous veux votre bien. Écoutez-moi, suivez-moi. Wa ma urikum illa ma ara. Ben, vous savez, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, malgré tout ça, malgré tout ce qu'il vit à la Mecque, tout ce qu'on va lui faire, est-ce qu'il veut partir? Il ne veut pas partir. C'est Dieu qui lui a dit de partir. La preuve, il avait déjà envoyé des musulmans en Éthiopie. Une première fois, il a envoyé 19 personnes. Et une deuxième fois, 80 personnes, dont sa fille, avec son gendre, Uthman. Parce que il ne pouvait plus vivre. Mais lui, il était protégé par son oncle. Son oncle, c'est pas n'importe qui, hein. C'est un des grands de la Mecque. Le prophète ne veut pas quitter la Mecque. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas quitter la Mecque? Écoutez bien. Il ne veut pas quitter la Mecque parce qu'il aime son pays. Il aime là où il est né. Il aime là où il a grandi. Vous savez qu'est-ce qu'il aime aussi? Il aime ses frères, ses sœurs, ses oncles, ses tantes, ses cousins, ses cousines, ses voisins, ses voisines. Il aime son peuple. C'est naturel, c'est normal. Tout ça fait que le prophète est attaché à cette ville qui lui a déclaré la guerre. Mais le prophète fait la distinction entre ceux qui dirigent, qui ont un plan satanique, et ceux qui sont dirigés, qui sont victimes de la propagande. Démad vient à la Mecque, il se convertit à l'islam. Et vous savez ce qu'il dit au prophète? Je vais rester avec toi à la Mecque. Le prophète lui dit non, 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 surtout pas. Tu rentres, tu retournes et tu vas vivre avec les tiens. Et en particulier les pays du Golfe. Parce que ces gens-là ne veulent pas céder le pouvoir au peuple. Ce sont des tyrans, des despotes et des dictateurs. Et ce qui s'est passé en Égypte, c'est un tremblement de terre. On a viré le pharaon et on a, pour la première fois de l'histoire du monde musulman, choisi, depuis les Omeyyades, les califes c'est autre chose, on a choisi celui qu'on pense être le meilleur pour faire la meilleure des choses, répandre la justice dans la société. Et là, ils ont dit, c'est lui qui est derrière tout ça, Qaradawi. Et c'est vrai, c'est lui qui est derrière tout ça. C'est lui le penseur. Ouais. Wallah, je me souviens, Qaradawi en 1987, à l'époque quand il venait encore en France, on lui a posé une question, on lui a dit, Yachir, tu vois pas ce qui se passe dans les pays musulmans? C'est trop la hogra. Vous n'y arriverez jamais avec votre réforme. C'est le tout doucement éduquer les gens. C'est ce qu'il nous a dit. Écoutez bien. Il nous a dit la violence ne règle pas les problèmes. Nos ennemis veulent nous attirer sur le terrain de l'affrontement militaire parce qu'on est sûr de perdre et ils sont sûrs de gagner. La seule solution que nous avons, c'est de courber les chines, de travailler
à long terme pour changer les gens. Car le problème n'est pas chez les dirigeants, il est chez le peuple. Quand on va éduquer le peuple, les dirigeants vont tomber d'eux-mêmes. Et c'est ce qui s'est passé en Égypte. Ah, stratégie hautement dangereuse. C'est juste une question de temps. Yallah, bismillah, on va leur couper la tête avant qu'ils ne nous coupent la nôtre. Tout simplement. sur nos plaines. Amis, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille.
les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tu évites. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute.